Côté, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir sur le plateau EY du prix de l'entrepreneur de l'année, qui célèbre donc ses 30 ans cette année. Alors, Elisabeth Ducoté, vous dirigez Tuan, une entreprise familiale qui a été fondée en 1847, et qui est le fruit de l'histoire partagée de 6 générations d'entrepreneurs. Alors, Tuan, c'est une entreprise de solutions de santé adaptée au service de la mobilité du patient. Aujourd'hui, j'ai envie de dire qui n'a pas une ceinture lombaire, une genouillère ou peut-être des bas de contention de chez Tuan. Hein. Vous êtes dans l'univers de l'ensemble des foyers des Français et bien au-delà. Alors aujourd'hui, avec plus de 2700 collaborateurs dans le monde, 50% de votre chiffre d'affaires qui est réalisé à l'international, 14 sites industriels en France et aux États-Unis. Tuan est donc le leader européen de son secteur qui opère à l'échelle internationale. Donc c'est une très belle réussite française. Alors il y a 30 ans aussi, vous reprenez la tête de l'entreprise alors même que votre parcours, vous n'y avez pas forcément amené puisque vous aviez exercé les professions de psychologue et d'orthophoniste. Alors ma première question serait Qu'est-ce qui vous a motivé pour reprendre les rênes de l'entreprise et comment est-ce que vous vous êtes préparé à ce rôle très exigeant de reprendre une entreprise ? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs choses dans le fait qu'un jour on soit appelé à prendre les rênes effectivement d'un groupe. Il y a plusieurs choses. Il y a bien sûr l'endroit où on est né. Moi, je suis née presque dans une entreprise, c'est-à-dire dans une famille qui avait une entreprise. Et dans une famille qui a une entreprise, l'entreprise, elle fait partie vraiment de la vie du quotidien. Et donc, on est très tôt mis en relation avec l'entreprise et avec ce qui est intéressant, c'est-à-dire des vraies machines qui produisent des vrais produits, avec des collaborateurs qu'on rencontre quelquefois quand on est dans une famille, et puis avec des évolutions, avec des projets et avec une espèce d'intensité de cette famille autour du projet de l'entreprise. Et puis il y avait ensuite le fait que au moment où à cette période-là on s'oriente vers une carrière universitaire ou une carrière business, bien dans le fond c'était pas un destin pour une femme que d'être de partir dans une école. Beaucoup des grandes écoles d'ailleurs étaient encore totalement fermées aux femmes. Et donc moi j'ai pris un parcours universitaire qui était un parcours qui m'intéressait et que j'ai ensuite pratiqué et qui m'a appelé, je dirais, à mieux connaître la relation et à mieux connaître ce que c'est que l'interférence et le jeu et l'intérêt d'une relation. Et dans le fond, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise ? C'est un groupe d'hommes et de femmes qui sont en relation avec leur entreprise, avec leur manager. Donc je dirais tout ce travail relationnel qui a été le mien pendant des années, ben, je peux dire qu'il est absolument présent dans ma vie de dirigeante aujourd'hui. Et puis l'entreprise également, j'ai envie d'ajouter ça aussi, l'entreprise au moment où je l'ai prise, c'était le fait d'un accident familial. Mon père, pour des raisons de santé, avait été éloigné et brutalement, presque en une nuit. Et donc il fallait une suite. Et il y avait cette obligation de la pérennité. Dans une famille comme la nôtre, on ne laisse pas tomber l'entreprise, on la prend et on la poursuit. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Je suis devenue présidente au lendemain d'un grand AVC qu'avait eu mon père la veille. Ce qui était un vrai défi aussi. Ce qui était un défi parce qu'effectivement, d'une certaine façon, j'y étais préparée et d'une certaine façon, je n'y étais pas assez préparée. C'est-à-dire qu'il me manquait de vrais outils, il me manquait des vrais outils d'analyse. L'équipe également, j'ai dû la constituer. Donc la première chose que j'ai fait un executive MBA qui m'a pris 1 an, qui était une grande intensité de travail parce que je prenais à la fois la tête de l'entreprise et ce MBA qui m'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie intellectuelle. Mais pour moi, ça a été un véritable printemps. Ça a été à 40 ans de pouvoir redisposer de sa vie et de s'engager dans l'industrie. Ça a été pour moi un tournant très, très important et extrêmement porteur. Donc j'ai dégagé pas mal d'énergie pour ça. Alors justement, quelles sont les valeurs qui vous ont guidé ou qui vous guident depuis 30 ans dans cette entreprise, si je puis dire? Alors, vous avez raison de poser cette question parce qu'en entreprise, on parle souvent des valeurs et quelquefois, il y a un petit décalage entre les valeurs qu'on affiche et les valeurs qu'on vit. Et moi, ça m'a toujours un peu interloqué, cette affaire-là, et je me suis dit, essayons de faire des valeurs de Tuan, qui sont celles que je ressens pour moi, mais que j'aime rencontrer chez mes collaborateurs. Eh bien, essayons de faire de ces valeurs des vrais traits de caractère de l'entreprise qui la singularisent et qui la distinguent d'autres entreprises. Et chez nous, on en a choisi
3, et je vais même en rajouter une quatrième. 3 qui sont d'abord l'agilité. À notre taille, il faut essayer de bouger vite. Il faut essayer d'aller plus vite que d'autres. Il faut essayer donc d'avoir le sens de la compréhension d'une situation, le sens de la décision et le sens de l'aboutissement de nos projets, et d'essayer de mener ça à bon rythme, à bon temps. Deuxièmement, la frugalité. Dans une entreprise comme la nôtre, les moyens ne sont pas illimités. Nous avons à faire attention à ne garder nos moyens que pour ce qui est essentiel. Donc il y a une vraie obligation stratégique autour de la frugalité, c'est-à-dire ne gardons nos moyens, notre résultat, ce que nous apporte la vie de la prospérité, ne le gardons que pour l'essentiel. Et donc, soyons frugaux et ne menons pas, ne nous enquilançons pas, je dirais, avec des besoins qui seraient inutiles à la prospérité de l'entreprise. Et puis, troisième, la pérennité. Dans une famille comme la nôtre, je dirais, il y a une obligation que l'entreprise puisse se pérenniser. Et se pérenniser, ça ne veut pas dire être sur le même chemin toujours, ça veut dire savoir changer de chemin au moment utile, parce qu'une entreprise, c'est une refondation au cours des temps. Ça n'est jamais un parcours linéaire. Donc effectivement, pour moi, c'était aussi une refondation, comme ça l'est pour mes enfants maintenant. Alors, on le disait, donc Tuan est un des emblèmes des savoir-faire industriels français, avec une très belle réussite dans un domaine, le textile, qui a été malheureusement largement sinistré. Alors, on a parlé des valeurs qui vous ont animé, des valeurs de l'entreprise, mais quels ont été les atouts de Tuan, j'allais dire depuis 30 ans, mais depuis presque toujours, pour devenir aujourd'hui le leader que vous êtes, et comment est-ce que vous avez transformé l'entreprise? On parle beaucoup de transformation, donc c'est toutes ces dernières années, pour qu'elle s'adapte aussi à cet environnement qui est assez changeant. Absolument. Et vous avez raison d'avoir pris le mot atout, parce que dans le fond, dans les atouts, il y a plusieurs niveaux d'atouts. Il y a d'abord les atouts stratégiques, qui est est-ce qu'on a bien réfléchi au choix de l'entreprise? Et là, il y a un choix qui a été majeur, c'est celui de mon grand-père, Maurice Tuan, qui a d'ailleurs donné son nom à l'entreprise, enfin qui s'appelait déjà Tuan, mais ça a confirmé ce nom. Mon grand-père s'était dit, et il avait raison, si nous ne faisons pas un produit fini, qui est un produit qui est accessible à un client, à un consommateur, si nous ne faisons pas ce produit complet, total, nous disparaîtrons. Et il avait totalement raison. Tous ceux qui ont été des sous-traitants, tous ceux qui ont fait des semi-produits ont disparu de l'univers textile français. C'est pour ça qu'il y a eu cette grande dépression du textile français qui est partie dans d'autres pays. Nous, au contraire, nous avons mis tout notre savoir-faire, toute notre volonté et notre énergie à créer un produit qui était complet, définitif, vignetté, remboursable, vérifié par une étude clinique. Et c'est cette entrée dans la santé qui a été qui était la première idée de mon grand-père, qui a été confirmée par mon père et que moi-même j'ai vécu à un moment où tout ça se réglementait. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut exister encore, et on peut exister dans quelque chose qui a été, vous avez raison de le dire, décrié, qui est le textile. Le textile est une matière qui est utile, mais effectivement, il faut savoir lui garder sa valeur ajoutée. Et nous, ça a été tout notre effort de plusieurs générations de garder, de conserver et de créer de la valeur autour du textile, c'est-à-dire des textiles difficiles, des textiles qui avaient un objectif stratégique et un objectif marketing précis, qui était de soigner. Et je me souviens d'une période où on disait, dans le fond, la France n'aura plus besoin de son industrie, l'industrie est inutile. Faisons de la France un pays du tertiaire. C'était une erreur fondamentale et on est en train de redécouvrir juste le contraire. Donc vous avez opéré des choix stratégiques. Oui, et des choix technologiques, parce que le textile lui-même s'est complètement modifié en termes de conduite de ces machines qui ont un caractère totalement électronique et complètement automatisé, et donc en termes de formation des personnels et en termes de matériel. Et ces matériels sont des matériels coûteux, donc ça veut dire qu'il faut savoir investir dans ce textile, et c'est ce que nous avons fait. Et puis il faut être multitechnologie, c'est-à-dire qu'une seule technologie n'est pas suffisante, et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de garder une part importante de notre industrie en France, sur des produits qui sont très nobles et avec des savoir-faire qui sont des savoir-faire difficiles, en particulier parce que nous sommes dans des tissus élastiques et que l'élastique est plus difficile à faire que du tissu rigide. Voilà. Et on en reparlera un peu tout à l'heure aussi, mais tout ça est soumis aussi à des grands défis environnementaux, bien entendu. Absolument. Bien entendu. Alors, donc on le disait, vous avez placé l'international donc au cœur du développement de l'entreprise. Lorsque vous reprenez l'entreprise, celle-ci réalise quasiment intégralement son chiffre d'affaires en France. Absolument. Aujourd'hui, donc 30 ans plus tard, 50% du chiffre d'affaires est réalisé à l'international.
et l'Allemagne et les États-Unis constituent aujourd'hui vos deux plus gros marchés à l'international. Alors, comment est-ce que vous avez construit cette stratégie à l'international, justement, en regard d'un secteur qui n'a pas uniquement souffert en France d'ailleurs? Et est-ce que vous pourriez partager avec nous, je ne sais pas s'il y a des ingrédients dédiés à un développement à l'international, mais voilà, ce qui a été moteur sur cette dimension? Alors, vous avez tout à fait raison. Quand on est leader sur un marché, si on veut croître, on a beaucoup de difficultés parce que les parts de marché complémentaires sont chères, enfin sont difficiles à acquérir, et donc c'est souvent un peu de piétinement, ce qui n'était pas du tout notre volonté. Et d'autre part, très vite, j'ai eu le sentiment que si nous n'étions pas européens, nous ne pourrions pas grandir suffisamment et nous n'aurions pas la dimension à laquelle on était appelé. Et être européen aujourd'hui, c'est être au moins français et allemand. Donc la toute première chose que j'ai pu faire, c'est de faire une première acquisition en Allemagne. Et cette première acquisition en Allemagne, elle a été aussi le fait de la contemporanéité de la chute du mur. Enfin, c'est cet événement absolument majeur qui a été la chute du mur et la modification politique totale de toute la partie centrale de l'Europe a été pour nous un appel absolument incroyable. C'est-à-dire que nous avons pu aller acheter une entreprise en Allemagne très vite, en 90, et juste après, on a créé ou on a racheté des filiales dans tous les pays de l'ancienne Est, je dirais, qui étaient la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie. Donc, je crois qu'une évolution stratégique, bien sûr, c'est une réflexion, c'est un projet, c'est un plan, mais c'est aussi être très éveillé sur les opportunités. Les opportunités, il faut les saisir, il faut avoir l'œil ouvert et il faut avoir le courage de s'engager sur des appels qui sont des appels du moment. Et à ce moment-là, ne pas avoir été attentif, n'être pas attentif à ce qui se passait dans le centre de l'Europe aurait été une folie. Oui. Et nous avons été très vite là-bas et nous y avons pris des positions. Et dans le fond, on essaye de jouer avec de la générosité de l'instant et pas forcément avec une vision très long terme. Mais cette générosité de l'instant a été très intéressante pour nous et très importante. Donc nous avons, de façon très déterminée, été allemands en Allemagne avec une reprise d'une société et puis d'une deuxième un peu plus tard, et avec cette acclimatation de nous à l'Allemagne, plutôt que de se dire faisons pour les Allemands ce que nous faisons pour la France, ce qui n'aurait jamais marché. Donc c'est vrai que cet international, ça suppose une espèce de décentrage, c'est une espèce de façon de voir les choses autrement, et c'est à soi qu'on le doit, et on ne doit pas, je dirais, obliger les autres à faire comme nous, et se dire que c'est à nous de nous adapter et pas demander aux autres de s'adapter à nous. Est-ce que, alors, les enjeux géopolitiques, géostratégiques que l'on vit en ce moment vont peut-être aussi redessiner les développements à l'international? Alors, pas forcément des entreprises très, très ancrées déjà comme vous, mais peut-être pour les plus jeunes qui opèrent, enfin, qui se lancent et qui opèrent dans des développements internationaux. Enfin, tout à fait. Je dirais, ce qu'on vit en post-crise, enfin, ou en deuxième crise actuellement, nous oblige à continuer absolument, d'abord, à savoir naviguer dans le brouillard, c'est indispensable, et à surtout ne pas s'arrêter. Et il faut se dire qu'effectivement, il y a des refontes complètes de la compréhension géostratégique, et il faut absolument, et ça nous nous efforçons de le faire avec notre COMEX par exemple, d'avoir en permanence un travail de réflexion géopolitique pour essayer d'élever notre regard et d'essayer d'apporter une sorte de compréhension de notre propre situation dans un univers qui bouge à toute vitesse. Oui. Alors, au-delà de l'international, il y a un lieu qui est des plus importants, c'est que l'entreprise, elle reste ancrée dans son territoire, la région stéphanoise qui vous est chère, bien entendu, qui est aussi un des berceaux du savoir-faire textile français. Alors, de nombreux centres décisionnels de Chuan sont toujours à Saint-Étienne. Moi, j'ai envie de vous demander en quoi cet ancrage a été et reste probablement décisif dans la réussite de l'entreprise aujourd'hui. Moi, d'abord, je pense que quand on a vécu pendant des dizaines d'années avec des collaborateurs qui ont permis à l'entreprise de bien traverser, je dirais, les âges, ce qui a été notre cas à Saint-Étienne, où nous sommes implantés depuis 1910,
Quand on a cette chance-là d'avoir une histoire qui est ancrée quelque part, je crois qu'il faut surtout maintenir cette énergie et s'appuyer sur cette énergie passée. Donc, on a été fidèle à ce territoire, tout en modifiant bien sûr ce qu'on avait, tout en modernisant énormément. Mais un territoire comme celui de Saint-Étienne, il a par exemple une qualité fondamentale, c'est qu'il a été dans l'industrie depuis le 19e siècle. C'est-à-dire que l'industrie à Saint-Étienne, ça ne choque personne. Non. Il y a un ADN industriel, oui. Et ce qui fait que les collaborateurs qu'on a à Saint-Étienne sont des gens qui comprennent l'industriel, qui l'assument et qui sont prêts, bien sûr, à voir ça avec l'actualité du moment. Mais voilà, c'est un territoire qui est industriel et ce territoire-là, eh bien, nous y sommes et nous continuerons d'y rester, même si notre expansion nous pousse à aller bien sûr bien plus loin ailleurs. Ce sont les régions, les territoires qui nourrissent l'économie du pays, quoi qu'il en soit. Hein. Alors, on l'a rapidement évoqué donc, en début de cet entretien. Donc, vous représentez la 5e génération de l'entreprise. La 6e génération se met en place puisque depuis 2013, votre fille, Delphine Anton, vous a rejoint à la tête de l'entreprise en tant que directrice générale. Et vos 2 autres enfants sont également impliqués dans le groupe. Alors, comment est-ce que vous avez préparer la transmission à la nouvelle génération? Est-ce que c'est un incontournable? Est-ce qu'ils ont eu le choix? Vous leur avez laissé le choix? Ou comment est-ce que tout ça se prépare? Alors, d'abord, la transmission, ça a plusieurs aspects. Je dirais, il y a la transmission des actions, c'est-à-dire du capital de l'entreprise, de ce qui est son fondement financier. Il y a la transmission de l'autorité, il y a la transmission des valeurs. Enfin, il y a beaucoup de transmissions Et alors, dans le fond, quand on est dirigeant d'entreprise et qu'on est à la fois la mère, on ne sait jamais si on a le bon équilibre. Et donc, le seul résultat qui me fait un immense plaisir, c'est de voir que mes 3 enfants, et dont une qui sera la dirigeante et qui prendra ma place, que mes 3 enfants ont bien compris ce destin de l'entreprise, son dessein et son destin à la fois, qui est de durer. Eh bien, cette pérennité dans la différence, parce que la pérennité, elle se fera pas dans la similarité, dans la similitude, elle se fera dans la différence de ce qu'ils vont faire. Eh bien, je trouve qu'elle est bien assise aujourd'hui. Enfin, elle prend un chemin qui me paraît bien. Est-ce que je les ai forcés? J'espère que non. J'ai vraiment tout fait pour pas les forcer, mais c'est à eux qu'il faut le demander. Voilà. Ils ont l'air heureux en tout cas. Et libres. C'est le principal. Alors, la croissance externe donc, a toujours été un des axes de croissance de l'entreprise de Chuan. Donc, votre stratégie, on disait, a reposé sur la diversification constante, que ce soit au niveau des activités, des secteurs, de votre présence à l'international, comme on vient de l'évoquer, de votre gamme de produits ou services. Alors, si on se projette un peu, puisqu'on est dans cette pérennité, demain, où et comment ambitionnez-vous de porter le groupe, voilà, on va dire à horizon à 10 ans, c'est peut-être moins 10 ans, mais c'est quoi votre vision et vos ambitions? Vous voyez, il faut se donner, pour l'avenir, il faut se donner à la fois des règles, des lignes stratégiques, et puis aussi peut-être un peu quantifier les choses. Ce qu'on a vécu là sur ces 30 ans, on a multiplié le groupe par 10. Est-ce qu'on pourra le multiplier par 10 dans les années qui viennent? C'est plus dur parce que la base aujourd'hui, elle est plus importante, et donc je ne sais pas, mais il faut vraiment vouloir la croissance. Et il faut avoir la croissance, il faut vouloir la croissance rentable, parce que sans la rentabilité, on n'a pas l'investissement qui nous permet de passer les étapes. Donc, il faut vouloir la croissance et la rentabilité, les deux. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Des acquisitions sûrement, des confirmations de la dynamique et des choix que nous avons, c'est-à-dire rester dans la santé, dans la mobilité et traiter des patients et des pathologies avec des dispositifs médicaux adaptés, certainement. Mais on va aussi réfléchir, et on est en train aussi de réfléchir à des choix stratégiques autres, qui sont des choix de comment trouver ce patient, ce souffrant ou cet immobile qui voudrait retrouver de la mobilité, comment le trouver d'autres façons. Et ça, c'est donc un travail stratégique que nous sommes en train de faire et qui nous portera sûrement vers d'autres types de réponses et puis d'autres géographies, évidemment. Et j'avais une question, puisqu'on échange dans le cadre du prix de l'entrepreneur de l'année. Vous collaborez avec des startups, vous faites entrer aussi
de l'ingénierie avec des plus petites entreprises ou Absolument. Moi, j'ai beaucoup de considération, beaucoup d'admiration pour ce que font ces jeunes start-upers qui arrivent en quelques années à créer vraiment de l'activité, quelquefois rentable, à créer des emplois, ce qui est très important, et à voir l'innovation sous un autre angle. Parce que dans le fond, quelquefois, on devient un peu aveugle quand on est trop entre soi et on n'est pas forcément toutes les capacités à l'innovation, on n'a pas forcément la bonne idée ou on n'est pas assez disruptif. Donc, toutes ces startups-là sont admirables et nous en approchons et nous travaillons avec certaines d'entre elles. Et donc, il est sûr qu'il faudra avoir cette capacité à avoir une membrane plus perméable, la membrane de l'entreprise plus perméable pour pouvoir faire des va-et-vient avec des partenaires extérieurs que nous n'intégrerons pas. La grande difficulté aujourd'hui, c'est de trouver la bonne start-up parce qu'il y a tellement d'initiatives dans des lieux tellement divers que trouver la bonne start-up et créer un partenariat n'est pas toujours une chose facile. Mais il est sûr que l'innovation se fera bien sûr encore dans l'entreprise, mais sera aussi à l'extérieur de l'entreprise. Oui, ça crée de l'émulation. Absolument, absolument. Alors, on le disait, on vit dans des environnements assez mouvants depuis quelques années. Est-ce que vous diriez que les entreprises familiales sont les mieux à même d'affronter les crises ? Qu'est-ce qui les distingue, en l'occurrence, et en quoi le fait d'être une entreprise familiale a été un atout ou pas d'ailleurs pour Tuan, pour traverser la crise du Covid en l'occurrence? Alors, je crois que vous avez raison de dire que les entreprises familiales, enfin les ETI, nos entreprises de taille intermédiaire, qui sont cette catégorie à laquelle nous sommes absolument appartenants, ont été résilientes. Elles l'ont été parfaitement. Oui. Nous, on a perdu un grand morceau du chiffre d'affaires le premier jour parce que nos pharmaciens ne pouvaient plus recevoir nos commerciaux et les chirurgiens avaient absolument arrêté toutes les opérations parce que les hôpitaux étaient dédiés entièrement au Covid. Donc, il y a eu une espèce d'arrêt brutal en un jour ou deux, je dirais. C'était d'une brutalité et d'une immédiateté incroyable. Vraiment, situation inconnue, réponse inconnue et réponse positive. C'est-à-dire qu'immédiatement, on a vu dans une entreprise comme la nôtre, qui est une entreprise de taille humaine, il faut bien le dire, une mobilisation des équipes qui a été incroyable. Nous, on s'est mis à faire une réunion de crise tous les matins à 8h avec l'essentiel du COMEX et ensuite à le redonner à l'ensemble de l'encadrement de façon très régulière pour qu'il soit vraiment dans cette boucle de la codécision du rebond. Eh bien, ça a marché admirablement. Et nous, pour nous, on s'est mis à faire des masques parce que le masque était vraiment ce qui était le produit nécessaire pour ressortir de la crise et un besoin essentiel, tout à fait. Et on s'est mis à faire des masques alors qu'on ne savait pas faire de masques et qu'on a fait des masques avec des métiers qui font d'habitude des genouillères. Oui. Voilà. Ça a été d'abord une mobilisation, ça a été une réussite commerciale, parce qu'on en a vendu beaucoup, et ça a été aussi la preuve que quand on se met solidairement tous ensemble autour d'une table, on trouve de bonnes solutions. Et ça, je trouve qu'on sort d'une crise en se disant nous avons vu que nous savions surmonter. Et ça nous permet de nous dire la prochaine crise, nous la surmonterons. Oui. Alors, on parlait du territoire stéphanois tout à l'heure, pour lequel vous êtes très, très investi, mais vous êtes également très investi dans la promotion et la valorisation de l'entrepreneuriat. Et je peux en témoigner. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de vos engagements et en quoi ils sont un moteur pour vous dans votre vie au quotidien, dans votre vie de chef d'entreprise, votre vie personnelle ? D'abord, moi, je crois beaucoup à l'entrepreneuriat parce qu'on voit bien, d'ailleurs, la multiplicité des startups et de toutes ces inventions d'entreprises qui se font aujourd'hui prouve que ça correspond à un besoin très profond de tous. Voilà, il n'y a jamais eu autant de création d'entreprises qu'en ce moment et je trouve que ça, c'est très encourageant. Moi-même, je suis très, très favorable, si vous voulez, à la présence de femmes dans l'entreprise industrielle. Et mon propre parcours, moi qui n'étais pas préparée à l'industrie, qui ne suis pas ingénieure, prouve qu'effectivement, il y a une vraie place, il y a une vraie place possible des femmes dans l'industrie. Et l'industrie est un métier passionnant. Moi, si vous voulez, ce que je crois, c'est qu'il y a un momentum en ce moment
pour l'industrie et pour l'industrie de proximité. Je dirais, pas la peine de faire un grand dessin pour dire qu'effectivement, le Covid nous a bien montré que quand on avait des approvisionnements lointains et qu'on n'arrivait pas à utiliser ces approvisionnements lointains, eh bien, on manquait de produits essentiels dans nos pays européens ou américains, etc. Donc, je dirais, la démonstration, elle est faite et donc, il faut absolument se dire qu'on a maintenant à remettre de l'industrie dans les lieux où elle est utile et proche des lieux où ça se consomme. Moi, je crois beaucoup à la continentalisation de l'industrie, c'est-à-dire d'une industrie qui est proche des lieux où on va l'utiliser. Et cette remise en évidence de l'industrie aujourd'hui et de son rôle de proximité me paraît quelque chose qui n'est pas arrivé et qu'on attendait depuis 20 ans ou 30 ans. Donc profitons-en, je te dirais, profitons-en. Les pouvoirs publics sont alertés là-dessus maintenant. On voit bien des mesures qui se font, mesures de baisse de la production, des impôts de production par exemple en France, qui est très bon signe, ça veut dire qu'il y a vraiment une compréhension au niveau de nos États de l'utilité de l'industrie locale. Donc je crois que c'est le moment de forcer un petit peu les choses pour ramener de l'industrie ou au moins développer celle qui est là. Moi je crois plus à l'industrie européenne que vraiment française. On ne pourra pas tout faire sur un territoire. Par contre, on a sur l'Europe, sur les 27 pays, il y a des capacités complémentaires les unes des autres qui, moi, me font vraiment penser que l'industrie européenne a vraiment un avenir. Donc, essayons de la faire. Et c'est un facteur d'attractivité de l'Europe demain aussi. Absolument, absolument. Alors, quand on parle d'industrie, on parle bien évidemment aussi de tous les défis environnementaux qui s'imposent à nous, qui sont au premier plan des préoccupations des dirigeants, bien entendu, des jeunes aussi. C'est pour ça que peut-être le monde de l'industrie, il est peut-être vu, alors peut-être à tort, comme moins vertueux en matière environnementale. Alors, j'ai envie de vous poser deux questions. D'une part, chez Tuan, qu'est-ce que vous avez mis en place ou comment est-ce que vous contribuez à faire en sorte que l'industrie chez Tuan soit tout à fait vertueuse et si je peux avoir une vision un peu plus large aussi sur ces sujets-là qui sont... Alors chez nous, nous ne sommes pas encore vertueux. Nous essayons, mais nous ne sommes pas encore vertueux, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais nous avons commencé un chemin. Nous sommes très utilisateurs d'énergie, parce que dans l'industrie, évidemment, on prend de l'énergie. Et cette énergie, il faut qu'on la trouve de moins en moins dans le pétrole et de plus en plus dans des énergies renouvelables. Et donc, nous avons commencé, mais seulement commencé, donc nous allons le poursuivre, à mettre, par exemple, du solaire dans nos bâtiments, qui sont des bâtiments avec de grandes surfaces. Donc et le solaire lui-même a fait beaucoup de progrès, donc on va vraiment équiper de solaire. Et puis, on va aussi, alors là pour des raisons de l'actualité, s'équiper moins en gaz et s'équiper plus en électricité, c'est certain. Deuxièmement, il y a l'eau. Chez nous, il y a l'eau. Or, on sait que l'eau est en train de devenir une matière rare et une matière chère. Et nous sommes très utilisateurs d'eau parce que nous lavons et nous teignons. Et les deux sont très consommateurs d'eau. Et ça, nous avons fait déjà des gros efforts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous dépensons 30% d'eau en moins par rapport à il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire que nous avons fait vraiment de gros efforts pour limiter l'utilisation de l'eau et bien sûr pour la restituer dans un état de propreté totale et de la rendre au réseau en très bon état pour que le réseau ne soit pas abîmé, je dirais, par l'eau que nous rejetons. Après ça, il y a aussi la conception des produits qui n'est pas facile chez nous parce que les produits sont très composites. Une ceinture lombaire, c'est de multiples pièces qui sont les unes en métal, les autres en cuir, les troisièmes en plastique et quatrième en tissu, et de tissus qui sont eux-mêmes composites. Donc, avoir de l'éco-conception et de la recyclabilité de nos produits n'est pas chose facile. Mais il y a beaucoup de travail devant nous, mais c'est un de nos axes de réflexion actuellement, absolument. Et puis c'est aussi, tout cet ensemble responsable, c'est aussi un facteur d'attractivité pour les jeunes collaborateurs. Absolument. Ils nous choisissent en fonction de ça. Voilà, des valeurs de l'entreprise, du dirigeant bien sûr, mais aussi de l'entreprise et notamment sur ces... Et c'est leur bonne façon de peser sur nous. C'est leur bonne façon de peser sur nous. C'est-à-dire qu'ils nous l'imposent. Ils ne nous donnent pas le choix de le faire ou de ne pas le faire. Ils nous disent « je n'entre chez vous que si vous le faites ». Et donc, ça nous oblige à le faire. Et dans le fond, c'est leur voix au chapitre. Parce que c'est eux qui vont le vivre. Donc, c'est eux qui choisissent leur façon de vivre et le lieu dans lequel ils veulent vivre et le lieu qu'ils veulent eux-mêmes passer à leurs propres enfants. Ils ont raison de le faire.
Chère Elisabeth Ducoté, eh bien, voilà, notre entretien est terminé. Il va vous redire le mot de la fin quand même. Bien, moi, j'ai envie de dire que, d'abord, l'entreprise est obligée de prendre un sens nouveau et de déclarer son sens nouveau aujourd'hui, et d'avoir un sens qui ne sera pas forcément le même que celui que nous avons vécu dans les 30 ans qui étaient passés. Jean-Dominique Senard a beaucoup parlé de la mission. Eh bien, il nous faut passer beaucoup de temps à la mission de l'entreprise, justement pour qu'elle soit attractive. Et parmi ces missions, ce sera d'être respectueuse de la planète, et voire même d'être conquérante d'une restructuration de la planète. Ça, c'est sûr. Et puis, il faut de redonner du sens à la collectivité de travailler ensemble pour un but commun. Donc, il faut bien définir le but commun, bien le partager, que ce but commun soit bien partagé et redonner la mission de l'entreprise. Nous, dans la santé, on a une vraie mission. On a une mission de s'occuper tous les jours de plusieurs milliers ou dizaines de milliers de patients qui sont dans l'immobilité ou dans la souffrance. Donc, il y a une vraie mission autour de la santé, mais il faut le redire. Très bien. Écoutez, sur ces belles paroles, merci infiniment, chère Elisabeth Ducoté. Merci. Et puis, on se dit à très bientôt. À bientôt, toute façon. Pour célébrer les 30 ans du prix d'entrepreneur de l'année. On va célébrer ça sûrement très bien. Et l'entrepreneuriat en général. Et l'entrepreneuriat en général, absolument. Merci, chère Elisabeth.